Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, on vous dit bonjour ou bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous sommes à Bruxelles, on dit Bruxelles, capitale de l'Europe, mais c'est aussi capitale, comme je dis toujours, de la diaspora congolaise. Tout a commencé ici, tout se passe ici, et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir pour vous Salon du Savoir. Nous avons Docteur Loseke, qu'on ne peut plus présenter. Je vois la dernière fois que j'ai reçu Docteur Loseke, c'était avec président Félix Tshisekedi dans une conférence ici à Bruxelles. Après la conférence, j'étais au salon, c'était à l'Union européenne. La vidéo existe, il y avait moi, Docteur Loseke et puis Félix Tshisekedi. À l'époque, Félix Tshisekedi, je crois, était nommé chargé UDPS extérieur, je crois, UDPS extérieur. Non, il était déjà secrétaire général adjoint. Chargé des questions politiques, juridiques et diplomatiques. Et c'est vous qui s'occupez? Et il a demandé que je le remplace. Ah, c'est vous qui l'avez remplacé? Aux relations extérieures, donc secrétaire national aux relations extérieures. Ancien ministre, bon, il a été plusieurs fois ministre avec Etienne Tshisekedi. Il était aussi ministre à l'époque. Il était ministre au gouvernement sur Tchibala. Nous sommes avec... pardon. Tchibala. Non. Avant, avec Etienne? Non, avec Etienne Tshisekedi plusieurs fois. Et après, avec Sami Badibanga. Ah, c'était Sami Badibanga, oui. Bonjour, docteur. Bonjour, pasteur Bobo. Je peux vous serrer la main? Oui, ça, avec plaisir. Homme politique n'est pas présenté, il est expérimenté. Nous sommes avec lui et on va essayer de voir avec lui docteur Tarsis Loseke. Je commencerai par la guerre à l'Est. Quelle est votre lecture? Oui, pasteur Bobo, merci pour la question. C'est une question fondamentale. Je réponds à l'intention de vos téléspectateurs qui vous suivent de partout où ils sont. En fait, pour moi personnellement, la guerre à l'Est est un business pour M. Kagame. Il n'y a rien d'autre. Et c'est au départ de ce business que nous connaissons tout ce que nous avons comme conséquences désastreuses dans notre pays. Pourquoi je dis que c'est un business pour M. Kagame? En fait, si on n'avait pas les minéraux que nous avons à l'est de la République du Congo, démocratique du Congo, nous n'allions pas avoir cette guerre. Donc cette guerre n'a essentiellement comme objectif, c'est le pillage des ressources naturelles à l'est de notre pays précisément. Pourquoi Kagame nous fait la guerre pour piller nos ressources? Eh bien, puisqu'au Rwanda, il n'y a rien et il a des complicités au niveau international qui font que il faut qu'il nous fasse la guerre pour avoir facilement ces minéraux, d'autant plus que notre frontière à l'est, je précise que la frontière à l'est, qui est la frontière surtout terrestre, entre Goma et la frontière ougandaise, c'est environ 62 km. Donc cette frontière est tellement poreuse que les gens qui sont, soi-disant les Congolais le jour, sont Rwandais la nuit. Donc on ne sait plus s'ils sont Rwandais ou Congolais. Et c'est parmi ces gens-là qu'on trouve beaucoup de complicité. Beaucoup de complicité, non seulement parmi les Tutsis congolais, mais aussi nos compatriotes qui ne sont pas des Tutsis, les Bissimois, Nanga et consorts. Donc la guerre à l'Est s'est faite essentiellement pour piller nos ressources naturelles. Donc les solutions qu'il faut apporter sont des solutions exclusivement internes à notre pays, particulièrement les solutions d'ordre sécuritaire et aussi certaines solutions d'ordre économique. Peut-être que nous aurons l'occasion d'entrer dans les détails, mais la solution sécuritaire, elle est là. Nous avons réagi à l'agression rwandaise
et cette agression se passe normalement, pardon, cette riposte, excusez-moi de lapsus, cette riposte congolaise se fait avec beaucoup de détermination et au moment où nous parlons, nous pouvons dire que le président Fachi a déjà fait l'essentiel, c'est-à-dire neutraliser la puissance de feu de l'ennemi qui est le Rwanda. En ce qui concerne les complicités, nous le disons tous, il y a des complicités congolaises parmi les gens qui sont non seulement à l'Est, mais aussi des gens qui sont dans les institutions à Kinshasa. Mais pourquoi n'arrivons-nous pas non seulement à les détecter et surtout à révéler leurs noms et apporter les sanctions qui s'imposent? Là, c'est quelque chose qui m'échappe, comme je ne suis pas aux affaires, je ne connais pas les dessous des cartes. Mais je voudrais dire surtout, à propos de ces complicités, qu'il y en a beaucoup plus aussi parmi les hommes d'affaires. Comment peut-on imaginer que la plupart des sociétés congolaises qui font des affaires à l'Est ont leur siège au Rwanda? Et pour preuve, et j'en parle en connaissance de cause, lorsque j'étais vice-ministre aux Finances, il y a eu une délégation gouvernementale, le gouvernement Badibanga, qui a envoyé quelques ministres en mission à l'Est. Et ces ministres, ils étaient au nombre de 8, je crois, ont constaté des choses invraisemblables. D'abord, du point de vue de la localisation des sociétés qui font des affaires, soi-disant des sociétés congolaises, toutes leurs affaires, elles les font avec les Rwandais. Donc, ils ont leur siège social, leurs sièges sociaux au pluriel, bien sûr, ils ont leur siège au Rwanda. Et vous comprenez que du point de vue de la fiscalité sur le pays, c'est la RDC qui perd énormément. Donc, nous disons que ces hommes d'affaires ou ces opérateurs économiques qui sont là, qui travaillent beaucoup plus avec les Rwandais qu'avec la RDC, alors que ce sont des sociétés de droit congolais, je pense que ce sont eux qui alimentent les différents groupes. Professeur, merci beaucoup pour votre exposé. Mais moi, j'aimerais bien vous poser la question. En face de nous, nous avons le professeur Dr Loseke, compagnon de lutte d'Etienne Tshisekedi. Il a combattu avec lui. Il nous a donné le témoignage, comment il a rencontré, comment il a aidé Etienne Tshisekedi. Parce qu'on vous avait demandé de mettre ou d'empoisonner Etienne Tshisekedi. Vous avez refusé à l'époque. Non, c'est pas ça. Non, c'est un coup monté par Mobutu. Et Singa, j'ose le citer, parce que j'ai eu affaire à eux lorsqu'on m'a arrêté et toutes les tractations qu'il y a eu autour de mon arrestation. En fait, ils voulaient en finir avec l'UDPS. Et pour en finir avec l'UDPS, il fallait couper la tête de l'UDPS. Et la tête de l'UDPS n'était plus à ce moment-là, à 88, qu'Etienne Tshisekedi seul, puisque tous les autres avaient été récupérés dans leur parti État. Mais quels étaient les coups qu'ils ont montés? En fait, l'envoyer chez nous, au centre neuropsychopathologique de l'université de Kinshasa, pour qu'on fasse un rapport disant qu'il n'est pas à bonne santé mentale. Et moi, neurologiquement, je n'ai rien, sur le plan neurologique, je n'ai rien constaté. Et j'ai fait mon rapport acquis de droit au procureur général de la République à ce moment-là, qui avait fait la réquisition en disant qu'on laisse M. Tshisekedi tranquille, il n'a aucun problème, ni neurologique, ni psychiatrique. Mais les coups étaient, et je préfère les dire maintenant, c'est lui-même le président Etienne Tshisekedi qui me l'a dit après, pendant sa résidence surveillée. Il me dira que leur coup c'était de m'envoyer à Katouambi. Katouambi c'était un asile psychiatrique qui est à 25 km de Kananga, je crois. Et Dieu seul sait ce qu'il voulait faire de lui à l'envoyer là. Donc c'était une façon de l'envoyer au goulag
qui aurait été le terminus du président Etienne Tshisekedi. Donc c'est la providence, je qualifie ça d'une rencontre providentielle qui a évité le drame. Et si à l'époque M. Tshisekedi allait subir ce qu'ils avaient prévu, ce qu'ils avaient planifié, je crois qu'il n'aurait pas eu l'UDPS aujourd'hui, parce que c'est la tête qu'il fallait couper. La dernière tête, si on l'avait eu, ça aurait été terminé avec l'UDPS. Et nous remercions Dieu d'avoir favorisé cette rencontre qui est venue de nulle part. Je ne m'attendais pas, mais je me suis retrouvé en face de M. Tshisekedi, et avec qui nous avons sympathisé. Et la suite est connue. Pendant sa résidence surveillée de 88 au 24 avril 1990, j'étais à permanence avec lui. J'étais parmi les seules personnes qui lui rendaient visite au moins une fois par semaine, et des visites qu'il appréciait beaucoup. D'où est venue notre relation qui s'est perpétuée par la suite au gouvernement et dans d'autres combats que nous avons menés ensemble. Et vous en nommé ministre, est-ce que quand vous étiez ministre avec Tshisekedi, le problème de l'Est, s'il y avait, qu'avez-vous dit au niveau du gouvernement, comment avez-vous l'avez géré? Avec Badi Banga, est-ce que ce problème il y avait? S'il y avait, comment vous l'avez géré au niveau du gouvernement? Bon, d'abord au niveau du gouvernement Tshisekedi, ce problème-là n'existait pas. N'existait pas parce que nous étions au gouvernement en 92, mais l'affaire des FPR, je crois, c'est le Front Patriotique Rwandais, a commencé dans les années, peut-être en 92, si je me souviens bien, mais ça n'avait pas encore un impact avec le Congo et ça s'est limité au Rwanda. C'est quand il y a eu le génocide au Rwanda avec le massacre de Tutsi, et bien sûr la conséquence c'est l'exode massif des Hutus au Congo qui était accompagné de FDLR. C'est depuis lors que les problèmes ont commencé. Donc ça se passe postérieurement aux différents gouvernements Tshisekedi. Tandis que lors du gouvernement de Sami Badibanga, nous n'avons pas eu à déplorer ces problèmes, parce qu'il y a eu des accords latents qui ne nous préoccupaient pas, parce qu'on avait autre chose. Mais je vous informe que le gouvernement de Sami Badibanga n'a duré que 4 mois et demi, donc nous n'avons pas eu le temps de suivre ces problèmes. Mais pour preuve que nous, on s'intéressait de l'économie de l'Est, lorsque le Premier ministre Sami Badibanga a envoyé une mission gouvernementale qui est allée à l'Est pour différents problèmes locaux, notamment des problèmes à caractère économique, mais aussi sécuritaire qui concernait la frontière, justement, qui pour nous, nous estimions qu'elle était poreuse, qu'il fallait sécuriser mieux la frontière. Il y avait ces problèmes-là, mais pas la guerre. Parce qu'aujourd'hui, il y a la guerre. Il y a eu avant nous les Kundabatoires, hein, avec son CNDP, je crois, qui a été anéanti par l'armée congolaise à l'époque, sous l'impulsion du président Kabila. Et il y a eu la calmie, mais l'M23 était un mouvement dormant à ce moment-là. Peut-être que leurs mentors ne les avaient pas encore agités à ce moment-là. J'ignore, mais à notre époque, sur les 4 mois et demi que nous sommes restés au gouvernement, il y avait l'accalmie à l'Est, sauf des problèmes économiques qui se posaient avec acuité, notamment à propos de la fiscalité et de la sécurité de notre frontière. Nous savons tous que Kagame est de mauvaise foi. Le président Félix Tshisekedi vient de le dire aussi lors il a eu une conférence de presse il y a quelques jours avec la presse congolaise. Il a dit, mais Kagame est de mauvaise foi. Mais selon vous, que faire maintenant pour en finir avec cette histoire de guerre de l'Est?
Je ne maîtrise pas bien le sujet parce que je ne suis pas aux affaires, mais je m'intéresse à ce qui se passe. Je suis l'actualité comme tout le monde. Mon point de vue est que le président Tshisekedi a raison d'abord de dire niet et niet absolu, donc exclure toute négociation avec l'M23. Pourquoi? Parce que ce sont des panthères. Ils n'agissent que sous les contrôles et sous les ordres de M. Kagame. Deuxième chose, avec les Rwandais. Les Rwandais, nous n'avons pas de contentieux avec les Rwandais. C'est le Rwanda qui vient piller nos ressources naturelles. Donc, on va négocier avec lui sur quoi? C'est un voleur qui vient voler chez nous. Hein? Malgré le fait que notre porte n'est pas suffisamment bien fermée, il en profite pour venir avec ses complices de l'intérieur pour venir nous envahir et piller les ressources naturelles. Donc, moi, je ne vois pas sur quelle base on peut négocier avec Kagame. Mais il y a derrière Kagame ces supports au niveau international. C'est ceux-là qui sont les plus dangereux parce qu'ils les poussent à agir pour avoir les ressources naturelles, mais ils n'arrivent pas à le calmer pour qu'il n'y ait pas de tuerie chez nous. Donc la seule façon pour nous, c'est de nous défendre militairement. Ça, nous rendons vraiment hommage et moi particulièrement, à ce qui me concerne, je rends hommage à nos forces armées qui font le travail qu'ils font et qui ont déjà eu beaucoup de victoires et ils ont ce qu'il faut pour aller jusqu'au bout. Et nous ne pouvons pas dire qu'on va faire la guerre au Rwanda maintenant, parce que compte tenu de certaines situations, certains contacts que le chef de l'État a évoqués lors de son point de presse dernièrement, peut-être qu'on peut mettre en veille cette option-là de faire la guerre au Rwanda jusqu'à Kigali. Mais moi, ce que je préconise personnellement, et je l'ai dit avec conviction, c'est que les 62 km terrestres qui font la frontière entre les Rwandais et nous, de Goma jusqu'à Ouganda, il faudrait un mur. Il faudrait un mur, parce qu'un mur nous sécuriserait plus, parce que nous avons montré certaines limites avec les ressources humaines pour garder cette frontière. Donc, nous ne pouvons pas continuer à assurer une mobilisation militaire permanente qui est coûteuse, mais un mur comme Israël a fait avec les Palestiniens, la Cisjordanie et peut-être bientôt la bande de Gaza, nous avons vu que les États-Unis ont fait un mur, ils ont construit un mur entre le sud des États-Unis et le Mexique. Nous avons vu la même chose entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Nous ne sommes pas encore là, mais il faut envisager cette option. Pourquoi? Parce que non seulement elle nous éviterait d'avoir une guerre qui est coûteuse pour notre économie, mais surtout éviter beaucoup de morts chez nous les Congolais. Le mur coûterait peut-être de loin moins cher que la guerre. Si la guerre coûte 2 milliards, par exemple, le mur nous coûterait peut-être 200 millions. Et je crois qu'il n'y a pas photo. Donc le choix est clair. Je parle bien de la frontière terrestre. Maintenant, il y a une partie avec le lac Kivu et une petite partie terrestre autour de Bukavu au sud. Mais moi, je pense que la partie la plus dangereuse, la frontière que nous devons sécuriser le mieux, c'est celle qui part de Goma jusqu'à Ouganda, qui est de 62 km. Bon, ça c'est mon point de vue. Mon point de vue, je l'explique. 2 avantages. Ça nous éviterait une guerre très coûteuse avec un envahisseur permanent qui a des velléités de nous prendre une portion de notre territoire congolais. Et ensuite, les opérateurs économiques qui se disent congolais, mais qui font des affaires au Rwanda, je crois qu'on pourra les démasquer à ce moment-là
et y apporter des solutions idoines et des solutions qui passeraient même pas de sanctions graves. Il faut y aller maintenant, et sinon, bon, nous ne savons pas ce que ça va être, parce que les mentors de M. Kagame ont peut-être des velléités d'annexer tout l'Est de la République pour qu'elle soit incluse, que cette partie soit incluse dans le Rwanda. Donc il faut se dépêcher pour montrer ce dont nous sommes capables, et je crois qu'un mur ne ferait pas tomber l'État congolais en faillite. On va y revenir, mais on touche un peu Fati 2. Quand on dit Fati 2, c'est le deuxième mandat de Tshisekedi. Fati 2, est-ce que Fati 2 sera différent de Fati 1, premier mandat de Tshisekedi? Je suis avec vous. Vous avez bien suivi l'investiture du président Félix Tshisekedi. Il a fait un très beau discours, on dit très beau discours. Est-ce que... quel commentaire pouvez-vous faire par rapport au discours de Tshisekedi? Bon, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a fait beaucoup de choses pendant son premier mandat. Mais il faut souligner et rappeler que ce mandat a été perturbé par deux choses essentiellement. La première chose, c'est que la cohabitation avec l'FCC a été une cohabitation hypocrite, où l'FCC n'avait qu'un objectif, c'est d'affaiblir le président Tshisekedi pour l'empêcher de briguer le deuxième mandat. Heureusement que notre président, le président Fachi, a été très vigilant. Il a détecté ça en temps et il a déboulonné ce qu'il fallait déboulonner, et il a eu le temps de s'organiser, mais c'était très peu. À 2 ans et demi, ce n'est pas assez. Son mandat, c'est 5 ans. Et 5 ans, ça passe vite, donc il n'a pas eu le temps de le faire. De faire certaines choses, mais il y a eu des avancées dans certains secteurs que nous pouvons évoquer au cours de notre débat. Deuxième entrave pendant son premier mandat, c'était la pandémie à Covid-19. Cette pandémie, comme vous le savez, a fait beaucoup de dégâts dans beaucoup de pays, et notre pays qui n'avait pas été préparé à ce genre de pandémie, sur le plan même économique, il y a eu beaucoup de répercussions négatives. Donc voilà ce qui s'est passé. Mais pour moi, il y a eu des avancées importantes en ce qui concerne la gestion du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Deuxième chose que je peux dire, c'est que la population a été très très correcte avec notre président, parce qu'ils ont compris qu'il n'a pas eu suffisamment l'occasion de montrer ce dont il est capable. C'est la raison pour laquelle il a été plébiscité aux dernières élections avec 73%. C'est beaucoup, c'est un plébiscite. Et là, c'est déjà un signe de confiance et d'attachement à notre chef de l'État. Maintenant, nous n'avons pas d'autre choix que l'aider à réussir. Mais je pars, pour parler de la réussite, je parle de son discours d'investiture. C'est la copie que la cellule de communication de la présidence nous a donnée. Et il a dit beaucoup de choses intéressantes là-dedans, qui sont en quelque sorte son programme qu'il a déroulé. Pasteur, si vous avez un peu de temps, je sais que beaucoup de nos compatriotes n'ont pas suivi les discours, mais je me suis permis de faire un résumé, et j'espère que le chef de l'État ne m'en voudra pas de résumer son discours, qui pourra aider ceux qui nous suivent comprendre certains passages de son discours. Ça nous intéresse parce qu'on parle de Fati 2. Fati 2, bien que devant nous, on voit la guerre, mais on va juger aussi Tshisekedi par rapport à ses engagements, par rapport à ce qu'il a promis. Il a 5 ans, donc on le jugera aussi par rapport à ce qu'il a promis. On aimerait bien vous écouter, vous avez la parole. Oui, 5 ans c'est beaucoup, mais c'est trop peu. Ça passe vite. Et on risque de se rendre compte que
Après presque 5 ans, on n'a rien fait. Donc, ça passe vite et très vite. Souvent, on n'a pas le temps de se rendre compte que le temps passe vite. Deuxième chose par rapport à ça, par rapport à ce que je viens de dire, c'est que il a promis des choses. Son discours est clair. C'est tout un programme qu'il a déroulé. Mais beaucoup de gens n'ont pas suivi ce discours. C'est un discours de 20 minutes, un discours de 15 pages, je viens de vous le montrer. Mais beaucoup n'ont pas suivi. Il est vraiment important que nous qui avons suivi ce discours, nous qui avons la capacité d'analyse de ce qu'il a dit, nous puissions dérouler et donner le résumé de ce qui a été l'essentiel de ce discours. Au-delà des formules protocolaires que vous connaissez, le président a commencé son discours par parler d'un Congo uni, fort et prospère. Ici, ça rappelle à tout le monde le projet de société de l'UDPS, le peuple d'abord. Quelle est la vision de ce projet de société de l'UDPS? Il est bon de rappeler cela pour ceux qui ne connaissent pas, qui pensent que le peuple d'abord c'est un simple slogan. La vision du projet de société, le peuple d'abord, consiste à ceci: amener le peuple congolais au bonheur intégral dans un grand pays uni, fort et prospère, où il fait beau de vivre. J'ai parlé lentement pour que les gens suivent. Donc, conduire le peuple congolais dans un bonheur intégral, dans un État, un grand pays uni, fort et prospère, où il fait beau de vivre. Non, ce que le président a répété, a rappelé dans son discours concerne les programmes, les projets de société de l'UDPS. Ensuite, le président a évoqué son plébiscite. Il dit ici, je le cite: « Fort de votre plébiscite et revigoré de votre confiance, je consens à relever cet énorme défi dont je viens d'être à nouveau investi. » Ça, ce sont des mots très forts à l'endroit de la population qu'il a élue avec 73%. Ensuite, il poursuit. Il connaît les lots des préoccupations, des principales préoccupations et attentes de ce peuple qu'il a élu. Et parmi ces attentes et préoccupations, il a parlé du chômage, de la création d'opportunités d'emploi pour les jeunes, l'augmentation du pouvoir d'achat, la stabilité du franc congolais, la création d'une véritable industrie pour les transformations de nos produits localement et réduire la dépendance de notre économie aux importations qui grèvent lourdement le budget, le trésor public. Il a parlé aussi de la protection avec plus d'efficacité de nos frontières. Et ensuite, il a planché sur les 6 engagements qu'il a pris solennellement devant le peuple congolais. Je vais les citer très rapidement. Le premier engagement, c'est créer l'emploi, particulièrement l'emploi des jeunes et surtout pour les personnes vulnérables. Deuxième engagement, c'est la protection du pouvoir d'achat des ménages. Troisième engagement, c'est assurer avec beaucoup plus d'efficacité la sécurité de nos populations. Pourquoi nos populations? Parce que, comme je viens de dire, nos frontières sont poreuses et les envahisseurs viennent souvent de dehors. Mais aussi la protection de notre territoire, de nos biens, ainsi que la préservation de nos intérêts. Quatrième engagement qu'il a pris, c'est la poursuite de la diversification de notre économie et d'accroître sa compétitivité. Cinquième engagement du chef de l'État,
c'est garantir plus d'accès aux services de base. Ici, nous faisons allusion à la couverture santé universelle, à la gratuité de l'enseignement et surtout son projet phare qui est le PDL 145T. Ça veut dire le projet de développement local de 145 territoires. Ça, c'est vraiment le projet phare. Et enfin, son 6e engagement, c'est renforcer l'efficacité de nos services publics. Voilà les 6 engagements que le chef de l'État a pris au stade des Martyrs le 20 janvier passé pour son 2e mandat. Et il dit lui-même, et je le cite, « Ces engagements résument ma détermination à offrir des solutions pragmatiques par la force de la volonté et de la mobilisation des énergies de tous pour la création de plus d'emplois pour les jeunes à la sortie de la formation et pour les personnes en sous-emploi. » Donc pour lui, ce sont des engagements forts qui vont guider son action pendant le 2e mandat. Mais à ces engagements, il ajoute des questions qui sont préoccupantes. La première question, puisqu'il y en a 3, la première question, c'est le désenclavement de nos territoires. Et là, il a souligné le fait que le financement qui servira à réaliser ce désenclavement de nos territoires viendrait du projet SICOMINE. Projet SICOMINE qui nous donnera une enveloppe de 7 milliards de dollars qui permettra de réaliser les travaux des infrastructures pour le désenclavement. Mais il y a 2 autres questions qui s'ajoutent à celle du désenclavement. Il y a le développement des chaînes de valeurs agricoles. Ça, c'est dans le discours du chef de l'État, et aussi l'assainissement de nos villes. Pour ceux qui vivent à Kinshasa, ils savent de quoi je parle. Donc, l'assainissement des villes, c'est parmi les 3 questions: désenclavement, développement des chaînes de valeurs agricoles et assainissement de nos villes. Ce sont les 3 questions pour le chef de l'État qui s'ajoutent à ces engagements, mais il dit lui-même que ce sont des initiatives présidentielles prioritaires pour son nouveau mandat. Donc tout ça, ce sont des choses que le président a dites lors de son discours d'investiture. Le président a parlé aussi de la complicité lâche de certains de nos compatriotes. Tout à l'heure, nous venons de parler de la guerre que nous fait le Rwanda. C'est une guerre injuste qui est favorisée par les nôtres. Donc le président a eu raison d'évoquer cette complicité de nos compatriotes qui pactisent et s'allient avec l'ennemi pour faire couler le sang de leurs propres frères et sœurs congolais. Le président parlait aussi de vouloir vivre collectif. Qu'est-ce qu'il attend par là? Vivre collectivement, c'est surtout une question d'amour, s'aimer entre nous. Mais il dit que vouloir vivre collectif servira à bannir les fléaux de la haine, du tribalisme, du clanisme et toutes les antivaleurs qui aujourd'hui minent le développement de notre pays. Je continue toujours par des thèmes et des sujets que le président de la République a évoqués en estimant que la tâche qu'il avait pour le 2e mandat est telle qu'il attend que toutes les forces du pays soient derrière lui pour obtenir certains résultats. Le président de la République mesure l'ampleur de la tâche qu'il attend ainsi que toute la portée des attentes légitimes qui évoquent son 2e mandat. C'est une lourde responsabilité. Donc, dans l'esprit de chaque Congolais et chaque Congolaise, ces attentes sont légitimes. Et il dit ceci, le président de la République:
sa certitude réside dans les concours de nous tous les Congolais, qui sommes interpellés par le devoir patriotique qui consiste à rassembler toutes nos forces et nos intelligences. Avec cela, nous serons capables de combler ces attentes et de relever les défis d'assurer la destinée de notre pays. Et enfin, il me reste 2 évocations de son discours. Il dit que pour nous tous, il nous demande de rester mobilisés et soudés dans notre lutte contre l'insécurité et la pauvreté. En fait, ce sont les 2 éléments clés. Ce sont nos ennemis réels et le seul qui plombe le développement de notre pays. Et enfin, je termine par là. Il a dit ceci, là je le cite intégralement et in extenso. Je cite le président de la République. Tirant les leçons de l'expérience passée et ayant à l'esprit vos aspirations exprimées, je répète, tirant les leçons de l'expérience passée et ayant à l'esprit vos aspirations exprimées, je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. Fin de citation. Voilà les gros passages du discours du chef de l'État. Si vous avez des questions là-dessus, Pasteur Bobo, vous êtes journaliste, oui, je pense que il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions. On va pas tout toucher. Votre explication était beaucoup plus claire. Mais est-ce que c'est pas des bonnes intentions? On voit, si je prenais le point 1, création d'emplois, principalement pour des jeunes et des personnes vulnérables. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a été déjà fait après le discours du président? Parce que comme vous dites là, 5 ans, c'est beaucoup, mais 5 ans, ce n'est pas aussi beaucoup. Est-ce que c'est toujours bien, le président parle bien, il fait des bons discours, avec des belles phrases, il parle trop bien. Est-ce qu'il y a un suivi? Voilà, je vous prends au mot. Effectivement, j'ai eu une discussion avec un conseiller de la présidence, un conseiller principal. Il m'a dit ceci: docteur, ça risque d'être notre faiblesse. Il faudra que le chef de l'État songe déjà maintenant, et nous, comme on dit, songe maintenant, illico à mettre en place une structure qui va gérer les suivis de tout ce qu'il a dit dans son discours d'investiture. Sinon, ça sera comme avant, ce sera des promesses qui n'auront aucune suite. Il faut qu'il y ait une structure ou une personne ou quoi, je ne sais pas dire, j'espère que le président de la République va voir cette émission. Je crois que c'est à lui d'imaginer quelque chose qui va suivre régulièrement. Par exemple, tous les 6 mois, on doit lui faire un rapport sur la plupart des choses qu'il a évoquées dans son discours d'investiture. Mais il faut que cette structure existe. Je me suis dit que le cabinet du chef de l'État peut faire ça, mais mon interlocuteur, qui est lui-même conseiller à la présidence, m'a dit, avec le casting actuel, on ne voit pas comment les choses vont bien se passer. Donc, il faudra que le président revoie, si ça doit se faire au cabinet, il doit revoir la composition du cabinet avec une personne, une personnalité ou une structure. Ça peut être un collège de conseillers ou quoi, qui vont suivre uniquement excusez-moi de la tautologie, faire les suivis de son discours. Sinon, il n'y aura pas de suite et à la fin, après 5 ans, on va se rendre compte que rien n'est fait. Donc, c'est hyper important, je me permets d'insister là-dessus. J'insiste là-dessus
Parce que j'ai eu un entretien formel avec quelqu'un qui est proche du chef de l'État, qui a dit, nous sommes mis d'accord pour faire cette suggestion. Je lui ai demandé d'en faire de vive voix, acquis de droit, mais moi j'en profite parce que vous me donnez l'occasion pour dire que si pour éviter ce qui s'est passé, lui-même a évoqué les erreurs du passé. Ce qu'il faut, c'est le suivi de tout ça. Au niveau du gouvernement, ça ne se passera pas bien. Nous savons ce qui se passe. Moi-même, j'ai été membre du gouvernement. Je sais, on est accaparé par beaucoup de choses, souvent en désordre et de la cacophonie entre les ministres. Ça risque de poser problème. Or, celui qui portera la responsabilité de la réussite ou de l'échec, c'est le chef de l'État. Bon, vous venez de me poser la question concernant l'emploi. Voilà une question extrêmement préoccupante. Par le passé, tous les chefs d'État ou tous les gouvernements qui se sont succédés n'ont jamais fait de l'emploi un problème majeur. Et je n'ai jamais compris pourquoi. Parce que j'ai quand même une certaine expérience dans ce secteur-là. On nomme des ministres qui, en général, ne savent même pas qu'il existe un code du travail. Les ministres qui ne savent même pas qu'il faut un dialogue social dans ce pays pour avancer dans le secteur de l'emploi. Il y a beaucoup de choses à faire. Moi, ce que je préconise, c'est que si ce ministère est dans les quotas personnels du chef de l'État, il faut qu'il suive, qu'il mette à la tête une personne qui peut lui rendre service et lui donner des orientations nécessaires pour gérer l'emploi dans notre pays. Parce que dans d'autres cieux, on regarde la courbe du chômage. Or, la courbe du chômage permet aux autorités, que ce soit les chefs de l'État ou les premiers ministres, nous l'avons vu en France, et c'est la courbe de l'emploi, la courbe du chômage qui est l'indicateur majeur de la vivacité, du dynamisme de la population. Mais chez nous, cela a toujours été relégué au second plan ou même au troisième niveau ou quoi, parce qu'on ne s'intéresse pas. Maintenant, nous sommes ravis et fiers de voir que le président de la République prend les taureaux par les cornes en se mobilisant lui-même personnellement, et bien sûr, il va se doter de services compétents pour faire de l'emploi, comme il a dit, une des priorités présidentielles pour ce second mandat. Donc moi, ce que je préconise, c'est qu'on fasse bien attention à ce secteur, et je crois que si le président Fathi résout les problèmes de l'emploi dans ce pays, il aura beaucoup fait pour ce pays et son nom sera marqué à jamais pour l'histoire de notre pays. Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'homme? On a vu, si je prends une histoire de la Bible, parce que je vois le président Félix aime beaucoup citer les Bibles, c'est intéressant par rapport à Pharaon. Le Pharaon, Joseph vient chez Pharaon pour lui expliquer que les songes qui disaient que la crise va arriver à l'Égypte, qu'il fallait faire des provisions pendant 7 ans. Quand la crise va arriver, l'Égypte va passer outre. L'Égypte va résister à cette crise-là. Et le pharaon dit, c'est toi que je nomme pour préparer ces choses-là. Est-ce qu'au Congo, il n'y a pas un problème d'homme? Parce que même Mobutu disait, le président fondateur n'est pas un magicien. Quand on dit à Pharaon, il sait que ce n'est pas lui qui peut le faire, mais il y a des gens. Dans le royaume, dans la République, il y a des gens. Est-ce qu'il n'y a pas crise d'hommes des gens qu'on pouvait mettre pour juguler ces choses? Est-ce que Kabila a cherché 15 personnes? C'est Fathi. Comment faire pour qu'il puisse faire du beau casting, être entouré avec des gens qui pourront faire le job? Merci, Pasteur Bobo, pour votre question. C'est une question
très fondamentale. Il n'y a pas l'ombre d'un doute et incontestablement, il y a eu pendant le premier mandat du chef de l'État un problème de casting. Casting qui était mêlé à tout ce que j'ai décrit tout à l'heure, qui ont plombé la plupart de ces actions. Mais s'il y avait un bon casting, je crois qu'on aurait atténué certaines choses. Vous venez de citer le président Joseph Kabila qui disait qu'il n'a jamais trouvé 15 personnes. Mais lui ajoutait autre chose. Et là, avec ce qu'il ajoutait, là, moi j'étais d'accord. Il ne trouvait pas 15 personnes non corrompues. 15 personnes non corrompues. Ça veut dire qu'il a exploré tout son entourage. Tout le monde était corrompu. Tout le monde cherchait les faveurs personnelles. Tout le monde était préoccupé par les intérêts personnels. Et il se disait lui-même comment on peut développer ce pays avec des personnes irresponsables qui ne voient que leurs intérêts personnels. Donc, lui n'a pas été capable de déceler les 15 personnes. Moi, je pense que votre question est à la fois une question pour moi, mais une interpellation à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parce que c'est à lui de voir si les personnes qu'il va choisir maintenant, que ce soit au gouvernement ou dans son entourage, au cabinet présidentiel, sont capables de réaliser ou de l'aider à réaliser ce qu'il a dit dans son discours d'investiture. C'est à lui seul, et c'est lui seul qui portera cette responsabilité. Nous sommes heureux qu'il ait reconnu que nous ne devons pas répéter les erreurs du passé, mais parmi les erreurs, il y a pour moi le problème de casting. Bon, je n'insiste pas là-dessus, parce que lorsque nous étions au stade, nous avons vu devant nous un pasteur, le pasteur, je crois, Dalo, qui lui a dit certaines choses que je n'aimerais pas répéter ici. Tout le monde a suivi les propos du pasteur Dalo et ça a été tellement clair et direct que beaucoup de gens, surtout ceux qui étaient autour de moi, nous étions dans la tribune où il y avait des ministres, des députés et autres, tout le monde a applaudi les propos du pasteur Dalo. Donc, je n'ai rien à ajouter. Je n'ai rien à ajouter. Je ne peux pas parler à sa place. Ça a été dans un stade où il y avait 80 000 personnes et tout le pays a suivi. Donc, le problème de casting risque de se poser. Mais puisque vous posez la question, je vous ai dit que ceux qui nous suivent, et parmi eux, il y a des personnes qui sont proches du chef de l'État, ils vont lui transmettre le message qu'il fasse seulement attention à son casting. Les personnes existent, les personnes qui peuvent l'aider existent. Honnêtement, dans la loyauté et dans la droiture, il y a des personnes. Et des personnes qui ont l'expertise. Je faisais allusion au ministère du Travail tout à l'heure. On ne peut pas mettre n'importe qui là. Il faut que ce soit une personne qui rende compte au chef de l'État régulièrement sur l'évolution du taux de chômage, sur la capacité d'engager les jeunes qui quittent l'université ou des instituts supérieurs, ou quel que soit le type de formation, par l'INPP ou d'autres structures. Mais il faut que le chef de l'État soit régulièrement informé de ce qui se passe dans le secteur du travail et de l'emploi. Nous sommes avec vous, on le suit partout, à travers le CSA du savoir, on le verrait bien, il y a des questions à poser. Mais parce que dans tous les 6 points-là, ça va revenir toujours, hein. Il faut les casting, il faut des gens capables pour, même si on dit diversifier l'économie, on demandera toujours de caster des gens. Mais on pourrait un point aussi qui tourmente la République, la corruption. Là, c'est le problème ne se trouve pas au niveau de l'entourage du président, parce qu'on voit Alinguetti, Jules Alinguetti, et quand ils coincent d'autres personnes, ça passe. Mais quand ils essayent de fouiller
de fouiner dans l'entourage du président, ça pose aussi problème, la corruption. Bon, je ne sais pas s'il a déjà fait, si M. Jules Alinguet a déjà fait un contrôle où il a diligenté une mission à la présidence. Je ne suis pas au courant. Il y a un problème avec un conseil de la présidence, ça fait beaucoup de bruit dans les réceptions. Bon, le plus important, c'est ceci. Jules Alinguet fait du beau travail. Mais ça se termine comment? Lorsqu'il envoie des personnes devant la justice. Ça ne se passe pas bien. Et moi, je l'ai dit lors d'un point de presse à Kinshasa, le plus urgent, c'est de mettre en place ce que beaucoup ont suggéré, le parquet financier, pour qu'on puisse sanctionner sévèrement des coupables de crimes économiques comme la corruption et autres, blanchissement d'argent. Je voudrais vraiment insister sur le fait que ce parquet, au moyen d'une loi qui serait votée à l'Assemblée nationale, au Parlement, que ce parquet soit mis rapidement en place. Comment pouvez-vous imaginer dans un pays où ils se commettent des crimes économiques les plus odieux, les plus abominables, qu'il n'y ait jamais un coupable? Personne ne fait la prison. Tout le monde est bien, tout le monde est gentil, tout le monde est honnête. Quand bien même on arrête des gens, ils se retrouvent dehors. La population ne comprend pas quel type de justice nous avons dans le pays. Vous savez, Pasteur Dodo, le président ne doit pas avoir des amis. Le président ne doit pas avoir des amis. Mieux vaut être haï qu'être aimé. Mieux vaut être craint qu'être aimé. Machiavel. Oui, mais Machiavel avait raison, parce que si vous devez faire du bien, vous ne faites qu'avec des personnes loyales, des personnes qui ont l'expertise, des personnes qui peuvent vous rendre service. Hein? Napoléon avait dit à sa femme un jour, lorsqu'il a été déchu par le Sénat français et qui s'est retrouvé relégué à l'île d'Elbe, sa femme, son épouse, qui est Marie-Louise d'Autriche, je crois, qui était Marie-Louise d'Autriche, lui pose la question. Il dit, comment expliquer que toutes les personnes qui étaient autour de nous à Paris, hein, certains vous adoraient comme Dieu, hein, c'était des personnes, bien sûr, qui faisaient ce que je peux appeler l'entourage, comme on voit souvent autour de plusieurs chefs d'État africains, des personnes qui faisaient le jour et la nuit autour de l'entourage du chef de l'État et qui étaient considérés comme les amis de Napoléon. Marie-Louise pose la question à Napoléon Bonaparte et dit, comment se fait-il qu'il n'y a personne ici? Nous sommes tout seuls, nous deux, avec nos enfants, à l'île d'Elbe. Il n'y a personne, vraiment, on nous a abandonnés. Et Napoléon lui dit en guise de réponse, suivez-moi bien, il dit, ce n'étaient pas mes amis ou nos amis, c'était les amis du pouvoir. Parce qu'ils venaient seulement, c'est le pouvoir qu'ils aimaient, le pouvoir que j'avais. Mais ce n'est pas moi, Napoléon Bonaparte, en tant qu'individu qu'ils aimaient, c'est le pouvoir. Tout le monde veut se retrouver autour de la mangeoire. C'est ça le problème. Donc, si je dis cela, c'est pour vous dire que nous devons, le président, bien sûr, bientôt il va prendre des décisions, des ordonnances pour nommer le gouvernement, nommer son cabinet et nommer des collaborateurs plus proches. C'est à lui de savoir qu'il ne doit pas avoir des amis, il n'a que des collaborateurs. Ensuite, il ne doit pas être nécessairement aimé par tout le monde. Hein? Mieux vaut être craint qu'être aimé, et on fait bien les choses convenablement. Docteur Dossé, vous parlez très bien, mais on pourrait vous poser une question. Pourquoi vous n'avez pas
pu voir l'informateur. L'informateur, là, on aurait bien voulu aussi vous voir chez l'informateur apporter des propositions. Non, l'informateur reçoit qui il veut et lui-même selon la mission qu'on lui a confiée. Mais je précise que sa mission, c'est surtout de consulter les personnalités politiques représentées à l'Assemblée nationale, soit des groupes, soit des regroupements politiques, soit des partis politiques, soit des personnalités individuelles qui sont à l'Assemblée nationale. C'est la priorité des priorités. Pourquoi? Parce qu'il faut constituer la majorité parlementaire qui va, à partir de laquelle sortira le gouvernement de la République. Donc, c'est la mission principale. Mais l'informateur peut recueillir des conseils ou des avis de n'importe quelle personnalité pour orienter les conclusions du rapport qu'il déposera chez le chef de l'État. C'est à lui d'apprécier. S'il vous a pas envoyé une invitation, vous ne devez pas aller vous pointer à la porte de l'hôtel Hilton en disant... c'est lui qui invite. Oui, c'est lui qui invite. C'est pas que vous non, pouvez... Non, on ne peut pas demander un rendez-vous, c'est lui qui invite. Il a un agenda et il a un programme qui est focalisé sur la mission que le chef de l'État lui a donnée. Donc, ce programme-là, cet agenda-là, il n'y a que lui qui gère, lui, l'information. Donc, quand vous les mettez en pôle les autres, c'est vous qui les invitez. Non, automatiquement, ceux qui sont représentés à l'Assemblée nationale sont consultés. Ça, c'est la règle générale. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait suffisamment de députés qui feront 250 plus 1 ou plus pour créer la majorité parlementaire qui sera fidèle au chef de l'État pour accompagner le chef de l'État dans la réalisation de ces actions que nous venons d'évoquer tout à l'heure de par son discours d'investiture. Mais pour d'autres personnalités, je pense que je fais partie de ces personnalités-là, il appartient à l'informateur de dire s'il a besoin d'un conseil ou d'un avis de l'un ou l'autre qui est là. C'est ça le problème. Nous, on ne peut pas se pointer quelque part à la porte de l'hôtel Hilton pour dire je viens voir l'informateur alors qu'il ne vous a pas invité. Par rapport à l'impunité, vous connaissez bien le pays, plusieurs fois ministre, vous avez travaillé au pays, l'impunité. C'est comme si ça devient de plus en plus, ça s'aggrave. Bon, comment qui dit impunité dit justice. J'ai suivi une émission dans une radio de Kinshasa où on disait à Linguete, vous trouvez des infractions graves, vous mettez les gens à la disposition de la justice, il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Au contraire, ils sont blanchis, tous ces couronnes à col blanc. Eh bien, c'est un problème, c'est une préoccupation pour notre pays, l'impunité. Parce que personne n'est coupable, mais il y a des crimes qui se commettent. Ça aggrave la pauvreté. Les gens deviennent de plus en plus pauvres. Et au-delà de ça, vous savez, les personnes, surtout les corrupteurs, ils entretiennent la pauvreté. Pourquoi? Parce qu'ils créent une certaine dépendance au sein de la population qui fait que c'est eux qui arrivent à la politique par les manières ou les méthodes que vous connaissez. C'est eux qui entretiennent la population à leur manière. Mais des actions qui intéressent la population de manière globale, c'est que le président a appelé dans son discours les services de base. Ces responsables politiques, ils n'en ont cure, c'est-à-dire ils ne s'en préoccupent pas. Donc c'est créer une dépendance au sein de la population pour qu'à chaque cycle électoral, il soit réélu. Mais
à propos de l'impunité, c'est extrêmement grave. Et c'est ça qu'on a tendance à dire que la lutte contre la corruption n'atteint pas les résultats qu'il faut. Parce qu'il n'y a pas de dissuasion. Hein? Quand on arrête quelqu'un qui est coupable de corruption ou de blanchiment d'argent, si il va en prison et qu'il purge sa peine totalement, au vu au sud de la population, les gens vont dire « Ah, ça va changer ». Mais si on ne fait rien, c'est comme si nous parlons pour rien et nous menons des actions pour rien. La corruption, elle est pour le moment un cancer généralisé avec des métastases. Ces métastases-là, je donne une image en tant que médecin, ça dit ce sont vous avez un cancer par exemple du poumon qui envoie des métastases dans tous les organes et le pays est complètement pourri avec ça. Bientôt nous aurons une échéance capitale. C'est l'élection des sénateurs et des gouverneurs de province. Je voudrais marteler cela et j'espère que ceux qui regardent cette émission auront la courtoisie de la présenter sur le chef de l'État. Bientôt, nous aurons ces élections. Nous voyons dans les réseaux sociaux des députés provinciaux qui commencent à faire des projets d'achat, de propriété, tout ça, parce qu'ils vont être corrompus par les candidats sénateurs et les candidats gouverneurs de province. Mais est-ce qu'on doit laisser cette situation chaque fois se répéter à chaque cycle électoral, surtout l'élection au second degré? Non, non, il y a des moyens pour contrer cela. Il y a la prévention qui doit se faire maintenant et surtout traquer tous les corrupteurs et les corrompus. Que vous soyez corrupteur, candidat, sénateur ou gouverneur, que vous soyez député provincial corrompu, il faut envoyer tout ce monde en prison. D'abord confisquer l'argent qui sera en jeu, parce qu'il y aura beaucoup d'argent qui va circuler. Là, il faut ça se passe en coulisses. Non, je ne sais pas vous donner les modus operandi dans une émission comme telle, mais il y a des choses à faire pour mettre fin à ça. Hein? Puisque nous parlons de l'impunité. Tout compte fait le magistrat suprême, c'est qui? C'est le chef de l'État. C'est lui qui donne des orientations. Mais quand lui-même dit que la justice est malade, comment il veut dire non, il faut mettre dans un contexte particulier ce qu'il a dit. Hein? La justice est malade, oui, comme dans beaucoup de secteurs. Je peux même dire que nous, au niveau de l'enseignement supérieur, les professeurs font des gaffes, c'est pourri aussi. Mais le président fait un constat en disant « je vais y mettre fin ». Mais le problème, c'est qu'il faut mettre fin à cela avec les personnes qui peuvent l'aider à mettre fin. Hein? Pas les corrompus eux-mêmes qui font... il y a eu l'expérience là, il a nommé à la PLC un avocat bruxellois qui était notre ami commun. Il s'est sali les mains. Le deuxième qu'on a nommé, il est suspendu, maintenant il s'est sali encore les mains. Donc vous comprenez que il est là à la recherche de personnes qui peuvent l'aider à terminer cette histoire. Moi je pense que comme il est lui-même le magistrat suprême, il peut mettre fin à tout ça assez rapidement. Et je viens de donner l'échéance qui s'annonce, élection des sénateurs, des gouverneurs de province. Il y a beaucoup d'argent qui va circuler. Il y a des moyens d'endiguer tout ça et d'identifier, déceler les coupables et surtout, les mettre hors de nuire. Hein? Un député provincial peut se faire remplacer facilement par son suppléant. Vous savez, je termine la réponse à votre question par quelque chose qui s'est passé dans ce monde. Le président Erdogan, qui a été maire d'Istanbul, 11 ans premier ministre de son pays, lorsqu'il a accédé au pouvoir, à peine quelques mois, il a fait arrêter 10 000 personnes.
Et parmi ces 10 000 personnes, il y avait peut-être 3 000 à 5 000 magistrats, il y avait des généraux, il y avait des grands commis de l'administration, des anciens ministres, y compris même son prédécesseur. Pourquoi il l'a fait? Parce qu'il fallait mettre fin à la corruption, aux antivaleurs assez rapidement. Et des gens se sont retrouvés en prison. On attrapait des personnes chez eux en pyjama ou en culotte ou au niveau de la plage. Mais tout le monde, il a mis toutes ces personnes, aux environs de 10 000 personnes en prison, et la Turquie n'est pas tombée. Au contraire, avec ce qu'il a fait là, il a remonté la côte de la Turquie, qui est en train de devenir une puissance en Europe, occidentale, puisque la Turquie veut à la fois être à l'OTAN ou rester en dehors de l'OTAN. On ne sait pas si c'est l'Europe occidentale ou il est toujours au Moyen-Orient, mais elle est toujours au Moyen-Orient. Mais bon, ça c'est la géopolitique. Mais je dis tout simplement qu'avec ce que le président Erdogan a fait, la Turquie est en train de remonter terriblement et ça va être une puissance au centre de l'Europe et de l'Asie. Il y a un point qu'on pourra terminer par ça, qui est aussi très important, c'est les projets psychomiques. Psychomine, les projets chinois. On a vu le président Tshisekedi aller en Chine pour se rediscuter. Ils ont discuté encore par rapport à ces projets-là. Vous êtes expert en politique, professeur d'université, vous avez beaucoup de casquettes. Vous connaissez les contrats chinois ou d'autres contrats, les accords avec les Belges, les Américains, les Européens. Est-ce que nous, on peut compter sur ces projets-là, ces projets qui a été mal signé par Kabila et que Tshisekedi essaie de renégocier? Ça peut être profitable au Congo. Bon. Merci pour la question une fois de plus. Ce sont des questions majeures que vous me posez et j'ai l'obligation de donner mon point de vue. Et bien sûr intellectuellement et même politiquement. Pour parler de ce projet si commun, il faut commencer par sa genèse. Bon, à l'époque, il y avait un ministre des Travaux publics qui s'appelle Pierre Lumbi d'heureuse mémoire, qui avait été envoyé en 2007 en Angola pour la négociation d'une autoroute que l'Angola voulait construire entre l'Angola et l'enclave de Cabinda, puisque les gouvernements angolais trouvaient que l'enclave était isolée de telle sorte que il y avait beaucoup de velléités d'indépendance, il y avait des indépendantistes cabindais qui dérangeaient beaucoup les gouvernements angolais. Ce qui fait que l'Angola voulait avoir un pont qui surplombe le fleuve Congo, une partie de la République du Congo au Congo central et arriver à l'enclave de Cabinda. Vous voyez la géographie. Donc, ce sont les Chinois qui devaient construire cela. Et pour construire cela, non seulement il fallait l'accord du Congo, de la République du Congo, pour traverser le fleuve, et ensuite, ils avaient besoin d'argent. L'argent devait venir par des sociétés chinoises qui avaient accepté de faire ces travaux, comme il en existe d'ailleurs en Chine même. Donc, c'était quelque chose qui devait se faire. Donc, Pierre Lumbi était envoyé par le gouvernement congolais pour négocier la faisabilité par rapport à notre république, de ce pont-là et de cette autoroute qui allait surplomber le fleuve Congo et une partie du Congo. Quand il est revenu, il a dit, mais pourquoi nous on ne ferait pas la chose? Nous n'avons pas de route, nous n'avons rien, nous avons besoin d'infrastructures, on peut faire la même chose comme l'Angola. Parce que l'Angola,
allait faire un troc, c'est-à-dire ces travaux d'infrastructure contre les ressources naturelles de l'Angola. Et ces ressources, c'est surtout le pétrole et les diamants. Donc, les Chinois étaient d'accord de faire ce troc. Donc, chez nous, on voulait faire une espèce de duplication de ce projet-là. Et ça a été accepté par le gouvernement Mouzito, ou je crois, non, le gouvernement Lizenga de l'époque. Et on a commencé les négociations avec les Chinois. Ce sont des entreprises chinoises, ce n'est pas l'État chinois. Des entreprises chinoises qui devaient construire une série d'infrastructures chez nous contre nos minéraux. Donc, ils exploitaient les minéraux et nous, qu'on leur donnait, et il y avait plusieurs clauses là-dedans. Moi, j'ai lu encore ces contrats-là. Ils devaient transformer les minéraux sur place. Bref, ça sont des détails. Toujours est-il que c'était un contrat minéraux contre infrastructure. Malheureusement, comme souvent ça arrive dans notre pays, il n'y a pas eu un suivi. On a créé une structure pour le suivi de ça et on s'est rendu compte que tous étaient des profiteurs, des gens qui se sont enrichis énormément, d'où l'échec de ce qu'on a appelé les 5 chantiers. Vous avez déjà entendu parler de ça. L'échec est dû à nous-mêmes les Congolais. On a laissé les Chinois exploiter pour 10 milliards de dollars que le pays n'a rien vu du point de vue infrastructure. Il y a eu une enquête de l'inspection des finances, il y a tout un rapport là-dessus, je ne vais pas m'attarder, mais ce qui est clair, c'est que nous étions dans un contrat léonin qui favorisait les Chinois, et c'était un contrat gagnant-perdant. Là, c'est nous qui étions perdants, on a perdu des millions d'argent. Mais le problème sur lequel on va revenir, c'est ceux qui sont responsables de cet échec et qui se sont enrichis de manière vraiment insolente. Qu'est-ce qu'on a fait avec eux? Ils se baladent, que ce soit à la CGT ou dans d'autres structures, ils sont couverts par, on ne sait pas qui. Pour moi, le magistrat suprême qui est Fachi, il devrait sortir ce dossier qui est des sanctions exemplaires pour que le peuple sache. Parce que le peuple a souffert de cette affaire, hein, les affamés du peuple qui se baladent impunément dans la nature, ce sont eux qui ont fait que pendant 14 ans pratiquement, ou 12 ans, nous n'avons pas eu des infrastructures qu'on devait avoir. Mais seulement le président, lorsqu'il allait en Chine, il a promis d'aller négocier avec les Chinois pour recadrer ces contrats, pour que ce soit un contrat gagnant-gagnant. Donc, ça a été renégocié. Du côté congolais, il y avait 120 personnes, et du côté chinois, une vingtaine de personnes. Ils ont négocié, sont tombés dans un accord qui donne à la République démocratique du Congo environ 7 milliards de dollars sur 15 ans. Et bientôt, on va commencer à débloquer la première tranche de l'ordre de 600 millions, si mes souvenirs sont bons. Et cette tranche-là va servir des infrastructures pour l'année 2004. On disait même qu'une partie de ces 600 000 sera débloquée au mois de mai. Mais j'en doute puisqu'il n'y a rien qui est prêt. Parce que sur le plan de la mise en place des personnes maintenant à l'intérieur de la SICOMINE, qui est la société des droits congolais, la société sino-congolaise des mines est une société des droits congolais. Eh bien, on a décidé aussi de revoir les animateurs au niveau du sommet. À l'époque, il y avait un DGA qui était l'adjoint du DG,
le DG était chinois. Maintenant, le DG congolais, le DGA congolais, il aura un pouvoir, puisqu'avant, le DGA ne faisait rien. Il allait tourner le pouce, on lui donnait ses émoluments ou quoi, il se baladait, il n'avait aucune décision. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la co-gestion, c'est-à-dire toutes les décisions se prendront ensemble. Il en sera de même au niveau de la direction financière et de la direction technique. Il y aura chaque fois un adjoint congolais avec un système de co-gestion, de collaboration. Mais, comme nous avons dit tout à l'heure, ça dépend de la moralité et de la personnalité des personnes comme elles. Parce que si les Chinois vont travailler comme à l'époque, c'est-à-dire les contrats qui étaient sous Kabila où ils faisaient ce qu'ils voulaient, nous aurons les mêmes résultats. Donc on pourrait avoir de nouveau un DGA qui va lire les journaux ou qui va lire, qui va surfer sur WhatsApp dans son bureau et qui n'aura rien à faire pendant que les Chinois décident de tout et font ce qu'ils veulent. Et nous aimerions, et je ne sais pas si c'est dans les contrats, qu'on fasse attention à deux choses. D'abord, la transformation de nos minerais localement. Je pense qu'on y songe. Et ensuite, les ressources humaines. La relation ainsi commune entre les Chinois et les Congolais n'est pas bonne. C'est comme une relation de, je m'excuse d'utiliser le terme, de l'apartheid. Hein? Les Congolais sont réduits à des petits travaux là, de rien du tout, et les Chinois font l'essentiel. Je donne un exemple. Vous savez, les Chinois ne veulent pas engager des géologues congolais dans l'air minère. Alors que nous avons beaucoup de géologues. Ils disent que vos géologues ne valent pas. Mais ils amènent des ouvriers qui font office de géologues. Vous imaginez comme ce que ça fait. Et puis, ils sont nombreux. Ils ne veulent pas avoir les cartes du travail. Ils ne veulent pas se soumettre aux lois congolaises. Bref, ça, ce sont les gestionnaires qu'on emmènera à la commune qui doivent faire assurer tout ça, mais je dis qu'il y a un gros problème. Mais ma crainte, c'est que ces 7 milliards-là ne tombent pas dans l'escarcelle du trésor congolais. C'est que je souhaite que ce soit le cas. Mais si nous mettons les animateurs qu'il ne faut pas véreux et qui sont en plus cupides à la tête de la SICOMIN pour la gestion de la SICOMIN, eh bien, nous n'aurons pas les résultats que nous espérons et les infrastructures risquent de poser problème. Or, c'est ça que le président voulait pour le désenclavement de nos territoires, pour le désenclave, pour d'autres projets et surtout l'emploi. Parce que si les infrastructures se développent dans notre pays, c'est un secteur à haute densité d'emploi. Nous allons utiliser nos jeunes en majorité dans les infrastructures et c'est le pays qui aura à gagner. Donc, je crois qu'on pourra atterrir ici. Pensez-vous que Fati 2 avec des projets SICOMIN, si c'est bien traité, Fati 2, c'est le dernier mandat de l'UDPS peut amener ce pays vers le développement? Tout à fait. Tout à fait. Vous savez, le président Etienne Tshisekedi disait, sans infrastructure dans ce pays, il n'y a pas de développement. Et quand je dis infrastructure, il ne faut pas voir seulement les routes, hein. Il y a l'électricité. Puisque lui, il avait une définition de l'État qui était une définition particulière à lui. Il me disait, docteur, vous savez ce que c'est qu'un État? Moi, j'ai pensé à une définition classique d'un territoire avec des habitants. Il dit non, l'État, c'est quand vous ouvrez votre robinet, l'eau sort. Quand vous touchez votre interrupteur, il y a l'électricité. Quand vous faites un malaise sur la route, dans les 5 minutes qui arrivent, l'ambulance est là, il vous prend, on vous amène aux urgences, les premiers soins, tout ça, et vous êtes sauvé. Donc, c'est ça l'État.
C'était la définition du président Etienne Tshisekedi. Et moi, c'est ma définition aussi. Donc, les infrastructures, ce qui viendra du contrat SICOMIN, ce n'est pas seulement les routes, mais c'est tout ça, tout ce que je viens de dire. L'eau, l'électricité et d'autres projets qui rendent la vie de la population agréable. Mais quand les Rwandais nous imposent la guerre avec la complicité de certains pays occidentaux ici, ne pensez-vous pas que ça peut être la guerre entre la Chine et d'autres puissances? Non, je n'ai pas d'éléments pour dire qu'il y a une guerre entre les Occidentaux et la Chine et la Russie. Non, je n'ai pas d'éléments. Mais quand vous donnez vos minéraux, par rapport vous faites trop minéraux infrastructures, et directement il y a la guerre. Dans la guerre aussi, il y a des minéraux qui partent. Je vous ai expliqué au début, dans la guerre, c'est aussi une guerre économique. Donc, je vous dis d'abord que nous sommes un État souverain. Nous n'allons pas nous préoccuper d'autres pays, qu'ils soient occidentaux, africains ou quoi, ou même asiatiques. Ce n'est pas notre problème. Notre problème, c'est de voir qu'est-ce que nous devons faire dans l'intérêt du peuple congolais. Si nous voyons que fait les trocs, parce que nous sommes financièrement faibles, et que ces trocs, la Chine, les entreprises chinoises peuvent nous amener l'argent pour développer notre pays, c'est notre souveraineté. Nous le faisons de manière souveraine, sans que ce soit une imposition de quoi que ce soit. Maintenant, pour la guerre à l'Est, hein, si nous voulons avoir des équipements militaires, nous achetons sur le marché les équipements que nous voulons avoir. Hein? Que ces équipements viennent de la France, des États-Unis, de la Chine ou de la Russie ou même des pays de l'Est qui sont dans l'OTAN, que ces équipements viennent de n'importe quel pays. Ce qu'il nous faut, c'est équiper notre armée de manière à ce que cette armée ait la capacité de riposte ou une force de frappe supérieure à l'ennemi. Donc, nous n'allons pas entrer dans les spéculations pour dire « Ah non, nous allons créer la guerre, si nous donnons les minéraux aux Chinois, hein, les Américains vont nous sauter dessus, nous imposer la guerre. » Mais ils peuvent le faire même sans que nous faisions cette opération-là. Hein, parce que si ce sont les Américains qui sont derrière Kagame, ils le feront toujours. Mais c'est à nous de nous défendre à notre manière. Et nous laissons la diplomatie faire son travail. Donc, dans la guerre, il y a deux composantes importantes. Il y a le terrain, c'est-à-dire la guerre classique, et puis il y a la diplomatie. Donc, vous avez déjà ces deux alternatives-là. Vous pouvez choisir celle que vous voulez, mais pour moi, les deux doivent aller en parallèle. Mais le langage de la communauté internationale, quand on a tous suivi Félix Tshisekedi, c'est comme s'il disait qu'il est à bon terme avec les États-Unis, la France et d'autres pays, parce qu'il décourageait aussi d'autres manifestants. Ça servait à rien de vous attaquer aux ambassades américaines, parce qu'avec eux, on a des très bonnes relations, on travaille sur la situation de l'Est. Mais c'est comme s'il y a un double langage de la communauté internationale. Et ils souffrent les chaud et les froid. Tantôt ils sont avec les Rwandais, tantôt ils sont avec nous. On ne sait pas. C'est pas clair, docteur. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Je ne suis pas naïf, hein, parce qu'entre les États, il n'y a que des intérêts. Il n'y a pas d'amitié. Donc, nous ne demandons pas qu'on nous aime, nous les Congolais. C'est un problème d'intérêt et ça se limite là. S'ils nous font la guerre, c'est qu'ils estiment qu'ils peuvent gagner beaucoup en aidant Kagame, qui pille nos ressources, qui vole nos ressources naturelles, et ça passe par lui. Vous avez vu l'accord de l'Union européenne dernièrement avec les Rwandais. Ça tient à ça, aux intérêts.
ils estiment que peut-être l'Union européenne n'a pas grand-chose du côté des minerais avec la RDC et qu'il est mieux de favoriser les Rwandais à entrer facilement chez nous et piller nos ressources. C'est pour ça que j'insiste sur l'idée d'un mur. Parce qu'un mur aura une valeur symbolique assez importante. Mais bon, ça c'est mon point de vue que je n'impose à personne. Et je donne mon point de vue librement et à ceux qui sont d'accord avec moi de se manifester. Mais, je reviens à votre question, nous ne pouvons pas, nous, États souverains, nous mettre dans les spéculations. Nous traitons d'égal à égal selon nos intérêts mutuels avec les États avec qui nous sommes en relation diplomatique. Mais en ce qui concerne les ambassades, là d'abord c'est la Convention de Vienne qui fait que les sites d'un pays ami avec qui on entretient des relations diplomatiques sont inviolables dans son pays, que ce soit les résidents des ambassadeurs, que ce soit leur chancellerie, que ce soit même leurs véhicules, tout ça est protégé par la Convention de Vienne. C'est à cela que le chef d'État faisait allusion. Mais pour le reste, nous pouvons manifester dans la rue avec des calicots et montrer suffisamment dans la presse et dans les médias que nous sommes contre l'attitude de duplicité des pays occidentaux surtout. Ça veut dire ce qui s'appelle la communauté internationale, entre guillemets, puisque pour moi, la communauté internationale, c'est un monstre de Loch Ness. C'est-à-dire, on ne sait pas l'appréhender, on ne sait pas c'est quoi la communauté internationale. C'est entre les États, il n'y a que des intérêts, point barre. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin, mais je vous laisserai un peu de 5 minutes si vous avez un message à lancer et au Congo diaspora, au Congo du pays, même au président Félix Tshisekedi. Vous avez la parole, docteur. Bon, je n'ai pas grand-chose à dire parce que nous avons parlé de beaucoup de choses, mais mon dernier mot se résume à ceci. Nous, peuple congolais, nous devons répondre à l'appel du chef de l'État dans son discours d'investiture. Il nous demande de nous impliquer totalement dans sa vision, ses projets pour l'intérêt suprême de notre pays, c'est-à-dire pour que nous ayons un pays où il fait beau de vivre. Donc, nous n'avons pas d'autre choix que de l'aider et surtout de les soutenir dans tout ce qu'il va faire. Et ce soutien doit être franc et loyal. Ce n'est pas un soutien lié à des intérêts matériels, personnels ou autres. Donc, nous devons l'aider dans ce sens. Deuxième chose, nous disons au président de la République qu'il a accepté de relever ces défis d'un deuxième mandat. Le programme est vaste et les choses ne sont pas aussi simples. Donc, par rapport à ça, non seulement moi personnellement, je lui souhaite bonne chance, mais surtout qu'il pense au casting, à des gens qui vont l'aider, puisque le corps humain, l'organisme a des limites, on ne peut pas penser à tout, c'est pour ça qu'il y a des collaborateurs, mais ces collaborateurs doivent se limiter à la collaboration et ce ne sont pas les amis du président qui vont partout se targuer du fait qu'ils ont leur soutien ou ils sont soutenus par le chef de l'État, mais ce sont des collaborateurs. Demain, nous aurons accompli le mandat de 5 ans et nous ferons le bilan. C'est à ce moment-là qu'on verra qui aura aidé Fachi à réussir ou à échouer. Mais pour moi, nous devons l'aider à réussir et je suis tout à fait convaincu de ce que j'ai dit.
Merci beaucoup. Je suis encore à l'antenne.